ce soir, alors que le Royaume-Uni donne le feu vert au vaccin de Pfizer contre la COVID, le gouvernement Trudeau accusé de se traîner les pieds par l'opposition. La docteure en médecine moléculaire Nathalie Granvaux nous parle de l'impact sur le processus d'homologation au Canada. Alors que la pandémie progresse au Québec, le gouvernement Legault limite le nombre de clients dans les commerces. Le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Charles Milliard, avec nous pour réagir. La gestion des vaccins par le gouvernement Trudeau, les normes nationales pour les CHSLD. Québec doit-il annuler les rassemblements de Noël? L'avis de notre panel d'observateurs. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors que le Royaume-Uni vient de donner son feu vert au vaccin de Pfizer contre la COVID, le gouvernement Trudeau a été littéralement pris à partie aujourd'hui relativement à l'arrivée éventuelle d'un vaccin ici au Canada. Le vaccin de Pfizer sera en effet disponible dès la semaine prochaine au Royaume-Uni. Et les partis d'opposition reprochent donc à Ottawa de ne toujours pas fournir de date précise pour la livraison et la distribution des vaccins au pays. Voici un échange entre le premier ministre Trudeau et le chef de l'opposition officielle O'Toole. Entre les mois d'avril et juin, la France va vacciner toute la population. Aux États-Unis, toute la population sera vaccinée d'ici à juin. Au Canada, notre gouvernement libéral dit seulement quelques Canadiens vont être vaccinés en septembre. Comment les Canadiens vont se sentir quand l'économie américaine réouvre, mais nous, on doit rester en confinement? Pourquoi ce retard? Très honorable Premier ministre. Président, Santé Canada est actuellement en train d'étudier 4 différents vaccins de façon accélérée et on a sécurisé des dizaines de millions de doses de tous ces vaccins pour les Canadiens. On va s'occuper de la sécurité, on va prioriser les assurances pour les Canadiens que ces vaccins seront sécuritaires, mais en même temps, on a pu avoir la garantie de doses pour les Canadiens. Nous allons passer ensemble à travers de cette pandémie, nous allons nous retrouver de l'autre côté à cause de tout ce qu'on est en train de faire ensemble. Il semble donc que plusieurs pays vont commencer leur vaccination avant le Canada. Je retrouve là-dessus la docteure Nathalie Granvaux, qui est spécialiste en médecine moléculaire de l'Université de Montréal. Bonsoir, docteur Granvaux. Bonsoir, Mme Deschamps. D'abord, sur le vaccin de Pfizer qui vient d'être autorisé par le Royaume-Uni, on dit même que le vaccin sera disponible là-bas dès la semaine prochaine. Est-ce que ça accélère le processus pour homologuer le vaccin ici au Canada? Autrement dit, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que des experts indépendants, des autorités réglementaires ont regardé les données en détail et ont trouvé que les données de phase 3 et de phase 1, 2 et 3 en fait étaient correctes et répondaient à tous les éléments qui étaient nécessaires pour donner une autorisation. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, ça ne devrait pas avoir d'influence sur la décision de Santé Canada qui fait sa propre approbation indépendante et va évaluer avec ses experts les données qui sont disponibles. Bien sûr, on s'attend à ce que ça devrait être positif, mais ils gardent leur autorité pour pouvoir décider en fonction de leur propre évaluation. Sur ce qui s'est passé au Royaume-Uni, cette homologation, ça arrive quand même assez vite, même avant les États-Unis. Est-ce que le Royaume-Uni a sauté des étapes dans son processus d'homologation? Est-ce qu'on peut se poser des questions sur la sécurité du vaccin de Pfizer au Royaume-Uni? Je ne pense pas qu'on puisse se poser ou douter sur la sécurité du vaccin pour la raison qui est que, théoriquement, la raison pour laquelle ça va plus vite, c'est que les compagnies ont partagé leurs données de phase 1, phase 2, phase 3 au fur et à mesure qu'elles étaient disponibles, alors que d'habitude, on les donne tout à la fin. Anciennement, quand c'était fait par papier, là, c'était des caisses de 1 mètre cube qui étaient envoyées aux autorités réglementaires. Mais maintenant, en fait, là, ils ont eu le temps de les analyser au fur et à mesure. C'est quand même assez étonnant que ce soit allé si vite du côté du Royaume-Uni, mais ça peut vouloir dire qu'ils sont très, très bien organisés puis qu'ils étaient très prêts pour analyser ces données avec suffisamment de personnes pour en faire une analyse. Mais ça ne change rien à la sécurité, je ne pense pas. Je ne douterai pas de ça. Et pour revenir sur ce qui se passe chez nous, vous disiez il y a un instant, finalement, c'est une bonne nouvelle. On en est où actuellement au Canada avec notre processus d'homologation? Santé Canada en est à quelle étape là, au moment où on se parle?
Ben écoutez, d'entrevues que j'ai vues avec des personnes de Santé Canada récemment disaient la même chose, qu'ils avaient reçu au fur et à mesure les données. C'est sûr qu'eux anticipaient de donner une autorisation plus tard, je pense pour le début janvier ou fin décembre en tout cas, pour qu'on puisse commencer à avoir une homologation en début janvier qui soit accessible en fait. Mais les processus sont différents à l'intérieur des agences réglementaires, donc on est rendu au même stade. L'analyse est un petit peu plus longue, mais c'est le processus ici. Puis on peut s'attendre à ce que ce soit une analyse très pertinente et très détaillée, donc ça me convient très bien. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une décision dans les prochains jours, dans les prochaines semaines de Santé Canada, vous pensez? De ce que j'avais entendu, c'est les prochaines semaines, dans le courant du mois de décembre, vers la fin du mois de décembre, donc peut-être avant les congés, probablement. Ça va dépendre aussi de quand est-ce qu'ils reçoivent toutes les données finales. Ça, je ne sais pas s'ils ont reçu toutes les informations, si toutes les agences réglementaires les reçoivent en même temps. Il faudrait évaluer ce point-là. Donc, il faudra attendre. Et entre-temps, le gouvernement canadien reste assez flou quand même sur le vaccin, quand il va être disponible au pays, sur le nombre de doses que le Canada va recevoir, combien il va en envoyer aux provinces. On l'entendait tout à l'heure, l'opposition officielle lui reproche de s'être traîné les pieds, d'avoir perdu du temps avec une entreprise chinoise dans un projet qui n'a rien donné finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le Canada, vous croyez, quand on se compare aux autres pays, a pris vraiment du retard par rapport à la production du vaccin ou à l'homologation, je devrais dire, d'un vaccin contre la COVID? Pour l'homologation, comme je viens de le dire, je pense qu'ils vont recevoir les données puis ils vont le faire dans les temps assez courts. Par contre, je suis pas sûre que je lirais l'éventuel retard au fait que initialement le Canada voulait faire les essais cliniques sur le vaccin chinois, puis que finalement c'est tombé à l'eau. Je pense que c'est deux processus totalement indépendants. Le retard, en fait, ici, si on peut appeler ça un retard, c'est dû au fait qu'on n'est pas un pays producteur. Au Royaume-Uni, comme en Europe, ils ont des entreprises, des manufactures qui vont pouvoir produire des doses de vaccins avec la recette de Pfizer, BioNTech ou de Moderna, alors que nous, on n'a pas cette disposition ici. Et c'est ça qui nous donne, en fait, ce retard parce qu'on dépend d'autres pays producteurs, en l'occurrence ici les États-Unis. Donc, on devrait recevoir des doses qui sont produites aux États-Unis. Donc, on est dépendant de cet élément-là et je pense que le retard vient majoritairement de là et aussi l'incertitude du gouvernement, c'est probablement de l'information qu'ils reçoivent de quelle dose, à quel moment dans la chaîne de production vont être arrivées ici et on n'a pas la mainmise sur ces doses contrairement à d'autres pays. Il nous reste moins d'une minute. J'aimerais vous entendre sur la vaccination comme telle parce qu'il y a un sondage Ipsos effectué pour le compte de Radio-Canada qui nous apprenait aujourd'hui qu'il y a une majorité de Canadiens qui a l'intention de se faire vacciner dès qu'évidemment le vaccin va être disponible. 63% des Canadiens disent qu'ils sont ouverts à la vaccination. Est-ce que 63% c'est suffisant pour assurer une immunité collective? C'est pas suffisant en tant que tel, le 63%, mais c'est un très, très bon point de départ. Moi, je suis très surprise compte tenu de la vitesse à laquelle tout ça se fait, qui est quand même 63% qui disent directement on va aller se faire vacciner. Donc, c'est très, très encourageant. Puis, dans le même sondage, il y a, je pense, 24 ou 26% des gens qui se disent indécis. Puis, je pense que ces gens-là, quand ils vont voir justement, notre retard au Canada nous donne une opportunité, en fait, d'observer la vaccination dans les autres pays et de se rendre compte que c'est vraiment sécuritaire et efficace. Donc, ça devrait convaincre les autres 24% d'aller se faire vacciner aussi. Ça, c'est le côté positif du fait que le vaccin va arriver plus tard au Canada. Est-ce que vous pensez que la vaccination contre la COVID devrait être rendue obligatoire au pays? Moi, je pense que d'avoir que la population accepte de le faire volontairement, c'est toujours une meilleure option que de l'imposer. Si on avait des résultats qui nous disaient qu'on a moins de 50% de la population qui voudrait se faire vacciner, peut-être qu'on pourrait y repenser, mais là, je pense qu'on a une population qui va aller de l'avant avec la vaccination, donc je pense pas qu'on devrait se rendre là. Docteur Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Au Québec, alors que le magasinage des fêtes bat son plein et que le nombre de cas de COVID continue de progresser, les commerces devront resserrer leurs règles sanitaires. Déjà hier, on vous en parlait, le premier ministre François Legault admettait que le Québec ne s'en va pas dans la bonne direction et pourrait revenir sur sa décision d'accorder des rassemblements restreints à Noël. Alors aujourd'hui, c'était la ministre de la Sécurité publique qui a annoncé qu'à compter de vendredi, tous les commerces du Québec devront limiter le nombre de clients qu'ils accueillent en fonction de leur superficie. Les récalcitrants s'exposent à des amendes. On écoute la ministre Geneviève Guilbeault. Il y a toujours la même gradation. On va agir en prévention d'abord. Alors, quand on constate une situation, on demande aux commerçants de se conformer, que ce soit la CNESST ou nos policiers. Dans la grande majorité des cas, les gens collaborent. Sinon, il peut y avoir un constat d'infraction de 1 000 $. Les amendes peuvent aller toujours de 1 000 à 6 000. Les constats d'infraction partent à 1 000 $. Mais si, effectivement, il y a des situations récurrentes ou très sévères, ou dans lesquels les policiers jugent que ça compromet nettement la santé publique ou la sécurité publique, ils peuvent interpeller la santé publique et la santé publique a le pouvoir de faire fermer un commerce. Charles Milliard est le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir, M. Milliard. Bonsoir, Mme Bégin. On vient de l'entendre, les conséquences peuvent être sérieuses pour les commerces qui ne respecteront pas les nouvelles règles sanitaires. Qu'est-ce que vous pensez, de façon générale, de ces nouvelles mesures pour les commerces imposées par Québec aujourd'hui? Bien, effectivement, c'est une autre brique qui s'abat sur les commerçants, mais en même temps, il vaut mieux avoir des mesures qui sont précises comme celle-là et que les commerces demeurent ouverts, que ce soit une situation comme les restaurants en ce moment où on ne permet même pas aux restaurateurs de démontrer la qualité de leur travail en matière de rénovation sanitaire et de respect des règles de la CNESST. Alors, je pense qu'il faut accueillir ça avec un certain optimisme qu'il y aura quand même un temps des fêtes qui sera, j'espère, profitable pour beaucoup de détaillants au Québec. Oui. Est-ce qu'on sait jusqu'à quel point les commerces, justement, sont des sources de contagion de la COVID? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Et personnellement, j'ai pas vu beaucoup de chiffres. Votre question, elle est excellente. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de transmissions communautaires, beaucoup plus que de transmissions que j'appellerais commerciales ou professionnelles. Je suis pas là pour remettre en question les décisions de la santé publique, mais ceci étant dit, on a des dizaines de milliers d'entrepreneurs au Québec qui ont respecté, encore une fois, à la lettre les guides pratiques de la CNESST. Alors, moi, je me suis promené dans plein de commerces ce week-end, probablement que vous aussi. Je peux vous dire que je suis assez emballé par ce qu'on voit en termes de respect des règles. Ouais. Mais ceci étant dit, il y a plusieurs milliers d'entreprises, dont nos restaurateurs, qui n'ont pas la chance de démontrer ça. Alors, on espère que suite aux annonces du temps des fêtes et à la reprise potentielle en janvier, on pourra avoir un plan clair de retour aux affaires pour les restaurateurs du Québec, entre autres. Oui, parlant de plan clair, j'aimerais vous entendre sur les fameuses règles qui ont été annoncées aujourd'hui. Il semble qu'il faut calculer la superficie du commerce divisé par 20 pour déterminer le nombre exact de clients qui peuvent entrer dans le commerce en question. Ouais. Est-ce que c'est gérable, d'abord et avant tout? J'ai envie de vous répondre, il va falloir que ce le soit, parce que les entrepreneurs, les commerçants veulent absolument rester ouverts et accueillir en toute sécurité leurs clients. Donc, bien sûr, dans un très, très grand commerce, sans nommer de nom, il y aura beaucoup de personnel, je vous dirais, pour aider, alors que dans des petits commerces plus artisanaux, en même temps, ce sera facile à calculer. Alors, je pense que les commerçants aujourd'hui accueillent ça quand même relativement positivement, parce qu'on veut absolument offrir un temps des fêtes à la limite de la normalité, je vous dirais, là, pour tous les Québécois. Oui, il va falloir voir aussi comment on va gérer ça dans les centres commerciaux, évidemment, des centres de grande surface. Je vais vous entendre sur les amendes, parce que c'est quand même assez salé, les commerces qui ne respecteraient pas les règles. Quoi que vous dites qu'ils semblent être dans des bonnes dispositions quand même, mais certains pourraient se faire mettre la clé dans la porte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va trop loin quand même que de se faire mettre la clé dans la porte si on ne respecte pas les règles? On commence à prendre une certaine expérience à entendre les annonces du gouvernement. Là, il y a toujours une annonce un peu avec beaucoup d'éclat, de fracas, et les détails viennent par la suite. Alors, on verra comment ça se passera. Vous vous rappellerez, à la réouverture des commerces, il était question d'amendes incroyables pour les employeurs. Et finalement, on a beaucoup encouragé un dialogue, une discussion sociale entre les clients et les propriétaires. Donc, on verra. Mais moi, j'ai envie de vous dire moi, je suis pas là pour défendre des gens qui veulent faire les choses tout croche. Alors qu'il y ait des amendes pour des gens qui ne respectent pas les règles sanitaires, comme il devrait y en avoir aussi dans une éventuelle réouverture des restaurants. Donc, des gens qui ne respectent pas les règles devront être mis à l'amende. Alors, moi, je suis pas dans un mode de contestation de ces amendes-là. Je pense qu'il faut que les règles soient claires. Si les règles du jeu sont claires,
Après ça, ceux qui ne les respectent pas, bien, il y aura des conséquences, comme dans toute chose de la vie. Oui, parce que, bon, on est dans une pandémie, il y a des règles, on ne peut pas faire ce qu'on veut, la liberté a ses limites à un certain moment donné. On sait, M. Milliard, combien les commerces, il y a des commerces qui ont souffert de la pandémie et qui comptaient justement sur la période des fêtes pour regarnir un peu leur coffre. Est-ce que ces mesures de limitation de clients, ça pourrait être fatal, vous pensez, pour certains de vos membres, certains de vos commerces? Vous savez, il y a environ 250 000 PME au Québec. On parle d'environ 18 à 25 000 qui seraient à risque de ne pas passer à travers la pandémie. Donc, c'est près de 10 des PME au Québec. Il n'y a pas besoin de vous dire qu'il y a beaucoup de ces entreprises-là que ce sont des commerces de détail et des restaurants. Alors, bien sûr, il y aura des fatalités, j'ai envie de vous dire, au cours des prochains mois. Mais en favorisant donc soit le ramassage en bord de rue ou le commerce en ligne, donc il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont profité de la pandémie pour enfin, j'ai envie de vous dire, s'ouvrir au commerce en ligne et à d'autres façons d'entrer en contact avec leurs clients. J'ai bon espoir qu'on puisse quand même avoir des revenus qui sont quand même intéressants, mais de plus en plus, les économistes nous parlent d'une reprise en cas. Alors évidemment, il y a des entreprises, entre autres dans le domaine de la technologie, qui clairement sont la patte du haut du cas, si vous voulez, mais clairement, au niveau du commerce de détail, il y aura plusieurs personnes qui auront des lendemains difficiles là, au mois de janvier. Par chance, il y a quand même un certain nombre de mesures, il faut le saluer, là, dans la mise à jour économique de Mme Freeland, des belles annonces au niveau de la subvention salariale, un assouplissement aussi des règles pour le loyer commercial. Mais ceci étant dit, c'est des aides directes que nos commerçants ont besoin parce que la cour de l'endettement, elle est pleine en ce moment. Oui, effectivement. Et évidemment, tout le monde attend avec impatience l'arrivée des fameux vaccins. Je vais vous laisser là-dessus, M. Milliard, parce qu'on sait que le centre-ville de Montréal a été particulièrement affecté par la pandémie. On apprenait cette semaine que la pandémie a fait reculer l'économie montréalaise de 5,5 cette année, en 2020. Ça représente une perte de 3,2 milliards en emplois perdus, en contrats qui ont été perdus, en projets qui ont été annulés. Il y a eu des fermetures d'entreprises. Est-ce que vous voyez une reprise, une fois qu'on va avoir le vaccin et tout, une reprise à la normale? Est-ce que vous voyez quand même une reprise en vue pour le centre-ville de Montréal ou si vraiment ça va être difficile? Vous me demandez une reprise à la normale. Une reprise, oui. À la normale, je pense qu'il faut être réaliste et se dire que ça va être long. Il y a des très, très grands employeurs, sans les nommer, qui parlent déjà de retour des employés pas avant avril, mai, juin, juillet 2021. Alors, la baisse qu'on voit en ce moment de 92 de l'achalandage au centre-ville, elle n'a pas fini de se vivre. Ouais. Et ça a un impact incroyable aussi sur le secteur événementiel, touristique, hôtelier. Alors, l'année 2021, disons-le nous, va être difficile pour le secteur, mais je pense qu'à terme, le centre-ville de Montréal, comme il le fait depuis des centaines d'années maintenant, va trouver une façon de rejaillir de ça. Et on peut compter sur des associations comme nous pour défendre les intérêts de ces commerçants-là qui habitent le centre-ville. On va se laisser sur cette note positive. Charles Milliard, président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. L'arrivée des fameux vaccins, les normes nationales en santé, les fêtes de Noël qui seront peut-être annulées du côté de Québec. Il y a plusieurs sujets chauds d'actualité en ce moment. C'est donc le moment de retrouver notre panel d'observateurs. Je vous les présente tout de suite. Sheila Copps, ancienne vice-première ministre libérale. Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du chef conservateur Andrew Scheer. Richard Nadeau, ancien député du Bloc québécois, et Farouk Karim, ex-directeur des communications du NPD. Alors, bonsoir à vous quatre. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir. On va commencer par les fameux vaccins parce que c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle. On attend toujours au Canada de savoir quand ils vont arriver. Sheila Copps, je commence avec vous. Est-ce que c'est normal que les Canadiens ne savent toujours pas quand ils vont pouvoir être vaccinés alors qu'on s'apprête à commencer la vaccination dans d'autres pays? Bien, je suis entièrement d'accord avec vous que c'est pas normal que ça prend 1 mois, 2 mois avant que les autres pays ont le vaccin. Et je pense que la Santé Canada doit exiger un peu plus de vitesse par rapport à leur processus parce que c'est sûr que déjà en Angleterre, ils commencent à donner le vaccin. On pense dans une couple de semaines, il va y avoir des vaccins aux États-Unis et on espère qu'au Canada, le premier ministre a déjà dit que c'est supposé d'être au même temps, mais on sait qu'on ne peut rien faire avant l'approbation des scientifiques à Santé Canada.
Oui, parce que, Marc-André Leclerc, les conservateurs talonnent vraiment beaucoup les libéraux depuis plusieurs jours, je dirais quelques semaines, pour avoir un plan précis sur les vaccins. On attend toujours, donc, des homologations de Santé Canada. Les conservateurs voulaient même un plan de vaccination dans l'énoncé économique. Je vous demanderais d'abord, est-ce que c'est la place dans un énoncé économique de demander un plan précis pour les vaccins? Bien, je pense qu'il y aurait pu avoir dans l'énoncé économique, Esther, une reconnaissance de l'importance des vaccins. On sait que tous les Canadiens présentement attendent cette information-là. Et c'est un grand test pour M. Trudeau. Je pense que les Canadiens ont vu depuis le début de la pandémie, en mars dernier, qu'ils sont quand même satisfaits du gouvernement en place, du gouvernement libéral de M. Trudeau. Là, c'est un grand test. Malheureusement, pour M. Trudeau, soit qu'il manque d'informations, ou on nous dit pas tout, ou ils ont mal négocié les contrats avec l'ensemble des compagnies pharmaceutiques. C'est une chose de dire qu'on a des vaccins, un large portefeuille avec 7 compagnies différentes, mais ce qui est important, c'est quand on va avoir accès à ces vaccins-là. Et la température va augmenter dans la cuisine pour M. Trudeau, qu'on commence à voir la Grande-Bretagne ce matin, l'approbation d'un vaccin et les gens vont être vaccinés la semaine prochaine. Donc ici au pays, les gens vont se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne commence pas nous aussi à vacciner pour enfin se déconfiner un jour ou l'autre. Oui, parce que Richard Nadeau, Ottawa, donne quand même des informations qui sont au compte-gouttes. Entre autres, on a appris cette semaine que Ottawa laissait entendre qu'il enverrait peut-être 700 000 vaccins au Québec, qui compte évidemment 8 millions d'habitants. On est loin du compte. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan de communication, s'il y a un plan, des communications, je dirais, du gouvernement Trudeau entourant les vaccins? Ben, ce qui est très important à comprendre, c'est que nous nous retrouvons dans une situation où ce sont les provinces qui ont le rôle d'élaborer un plan de vaccination pour l'ensemble des citoyennes de leur province, donc finalement dans l'ensemble du Canada. Ceci dit, ça démontre aussi une incohérence qu'on retrouve dans les structures gouvernementales, autant au niveau fédéral que provincial, où c'est le fédéral qui négocie avec les sociétés productrices du fameux vaccin et que c'est les provinces qui, eux, doivent mettre sur pied des mécanismes pour vacciner la population. Donc, effectivement, c'est très flou. Quand M. Trudeau nous dit que par septembre 2021, le tout sera fait, tout le monde va être vacciné, ça élabore pas un plan de vaccination pour l'ensemble des provinces. Karim, est-ce que vous trouvez aussi que le gouvernement Trudeau laisse planer une sorte de flou quant aux vaccins au pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois qu'ils comprennent qu'ils sont un peu dans le trouble. Le gouvernement fédéral, pendant cette pandémie, si je résume, avait trois grandes tâches. Un, aider financièrement les gens, ce qui a été sensiblement bien fait. S'assurer que les frontières soient bien gérées face à la pandémie, sensiblement bien fait. Et trouver le vaccin et le distribuer éventuellement. Et là, c'est là que le bas blesse. Quand j'ai entendu le premier ministre, il y a environ 10 jours, commençait déjà à ménager des attentes. Déjà là, c'était un problème. On voyait qu'il y a un problème qui s'en vient. Ils sont très bien au courant, d'autant plus que, comme Marc-André l'a dit, les gens, tous les soirs, en mangeant leur repas qu'ils ont bien pris chez le restaurant du coin, là où ils ne peuvent pas manger à l'intérieur, ils vont le manger devant leur télévision. Ouais. Ils vont regarder en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, en Allemagne, les gens se faire vacciner. Et ils vont se regarder, ils vont se dire comment ça, nous, on mange la bouffe de notre restaurant préféré chez nous à la maison en regardant la télévision. Et ça va être un problème pour M. Trudeau. Le temps file. Je veux vous entendre sur les transferts en santé parce que ça a été un autre gros sujet cette semaine alors qu'il n'y avait rien à ce sujet dans l'énoncé économique qui a été présenté lundi. Sheila, il va y avoir une conférence fédérale provinciale le 10 décembre pour parler de santé. On est en pleine pandémie. Les besoins en santé pour les provinces sont absolument criants. Est-ce que le gouvernement Trudeau devrait justement en profiter pour finalement s'engager envers des transferts en santé aux provinces? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que Richard vient juste de nous blâmer de ne pas avoir un système national de vaccination, alors qu'ils veulent même pas entendre une question d'avoir un système de réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé dans les personnes, des maisons de personnes âgées. Si on voit qu'est-ce qui s'est passé, le Québec est obligé à faire venir le militaire canadienne, mais maintenant, juste de donner de l'argent pour continuer à faire la même chose, je pense qu'il faut faire une réflexion et ça devrait être une réflexion bilatérale.
peut-être ce serait mieux que quelques responsabilités qui sont maintenant données à chaque province doivent être assistées par le fédéral, pas nécessairement intérêt, mais assistées. Marc-André, je un instant, parce que les provinces demandent une augmentation de ces transferts de 23 à 35 % Ottawa a donné, on le sait déjà, des milliards aux provinces pour la santé depuis le début de la pandémie. Est-ce que les provinces, vous pensez, en demandent trop, se présentent trop gourmandes à cette réunion conférence fédérale provinciale? Non, je crois que c'est normal que les provinces arrivent à la table avec des demandes. C'est un jeu de négociation. Ça va prendre de l'ouverture de M. Trudeau, d'écouter l'ensemble des provinces. Il y a un front commun. C'est M. Legault qui mène les troupes, qui représentent l'ensemble des premiers ministres canadiens provinciaux présentement. Donc, je pense que c'est tout à fait légitime pour eux d'arriver à la table, de demander ça. Tu as raison, Esther, de dire qu'il y a eu des investissements qui ont été faits par le gouvernement fédéral depuis le début de la pandémie. Mais là, il faut parler de quelque chose qui est récurrent à long terme. Mais moi, ce que je vois dans la tactique de M. Trudeau, c'est d'essayer. C'est certain que la prochaine élection fédérale va probablement arriver en 2021. Et M. Trudeau veut discuter de santé durant cette campagne-là. Donc, peu importe les champs de compétences, c'est des choses qui nous intéressent, nous, les observateurs, et qui intéressent les politiciens. Mais je pense que pour le Canadien ou le Québécois moyen qui nous écoute présentement, il se fout un peu des champs de compétences. Et qu'est-ce qu'il veut, c'est des soins de santé efficaces et d'un réseau qui pourrait et qui doit s'améliorer pour faire face peut-être à une future pandémie dans quelques années. En fait, l'Assemblée nationale à Québec a rejeté à l'unanimité aujourd'hui l'idée de ces normes nationales qui sont conditionnelles au montant d'argent pour les centres de soins de longue durée. C'était à prévoir, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez? La question est la suivante, c'est que le gouvernement fédéral, pour le 1 $ que donne la province, le gouvernement fédéral doit donner dans cette province-là le même 1 $. Présentement, c'est 22 % de l'argent vient du fédéral et la balance vient de la province. Donc, il faut arriver à ce 50-50. Là, les provinces qui demandent, c'est 35 % des transferts soient faits du fédéral aux provinces pour combler ce manque à gagner. C'est un débat qui dure depuis très longtemps et on démontre cette fois-ci avec une crise très importante sur le plan sanitaire que les besoins sont très grands. Le fédéral a l'argent. Elle doit le transférer aux provinces, tel que demandé par chacune des 10 d'entre elles. Farouk, qu'est-ce que vous en pensez de ces normes nationales conditionnelles, avoir de l'argent en santé? Est-ce que c'est normal quand même qu'Ottawa impose des conditions dans les CHSLD, surtout après la crise du printemps dernier? Rapidement là-dessus. Il faut savoir c'est quoi comme norme nationale. Moi, ça m'étonnerait que le fédéral s'insère dans combien de gouttes on met dans une seringue, mais peut-être plus un ratio, par exemple, ou un minimum de services à donner aux gens, là, ce qui m'apparaît très acceptable et qui va être accepté, je crois, par la plupart des Canadiens et des Québécois. Sur ce débat-là, je crois, pour résumer, là, M. Trudeau part au point de départ avec « je veux des normes et j'ai pas mis d'argent sur la table ». M. Legault et les provinces veulent pas de normes et ont mis un montant d'argent sur la table. En bout de ligne, je vous fais une prédiction. Je sais qu'on est à 30 jours de la nouvelle année. Les provinces et le fédéral vont s'entendre comme d'habitude. Ce qui va arriver, il va y avoir un montant d'argent et il va y avoir quelques conditions. Et tout le monde va accepter ça. Pourquoi? C'est dans l'intérêt politique de chaque parti d'accepter. Pourquoi? Parce que M. Trudeau s'en va en élection. Il voudra avoir un plan santé pour contraster avec les conservateurs. M. Legault et les autres provinces ont besoin d'argent pour leurs déficits provinciaux. Donc, ils sont condamnés à s'entendre. La suite, donc, la semaine prochaine. En terminant, un mot sur les fêtes au Québec. Le gouvernement Legault qui se donne jusqu'au 11 décembre pour faire connaître sa décision de permettre, oui ou non, les rassemblements restreints entre le 24 et le 27 décembre. Alors, je vous demande vraiment depuis le temps, oui ou non, Sheila, est-ce que M. Legault devrait annuler les fêtes de Noël au Québec? Sheila? Non, pas du tout. Pas du tout. Je trouve que c'est ridicule. On a quand même, on pourrait faire des tests aujourd'hui à savoir qui a ce virus et ceux qui ne l'ont pas. C'est bien qu'ils s'organisent en famille. OK. Marc-André, est-ce que M. Legault... Non, oui, je crois que M. Legault ne devrait pas les annuler, mais il va les annuler parce que je pense qu'ils ont très, très peur de la contamination et des chiffres qui pourraient sortir de là au mois de janvier. Donc, je pense que le 11 décembre, malheureusement, pour les Québécois et Québécoises, ils vont annuler les fêtes de Noël. Richard, est-ce que M. Legault devrait, oui ou non, annuler les fêtes de Noël au Québec? Oui, c'est la pandémie qu'il faut combattre. Des Noëls, il y en aura d'autres. Donc, combattons la pandémie et puis soyons responsables face à cette situation. Et Farouk, est-ce que M. Legault devrait, oui ou non, annuler les fêtes de Noël?
il va les annuler parce que les cas sont trop nombreux. On est rendu à 1500 aujourd'hui. D'autant plus qu'on a une lumière au bout du tunnel. Éventuellement, avec le vaccin, c'est pas le temps d'empirer la chose à quelques mois de sortir de cette pandémie. Alors, on va connaître sa décision le 11 décembre. Sheila, Marc-André, Richard, Farouk, merci beaucoup. Allez. Bye-bye. Au revoir. Ciao. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 2 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.